La scène a lieu derrière le stade d'action. Ils entrent et sortent du stade d'action. Le théâtre entre et sort. 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 On entend le son hut. Le théâtre entre et sort. Le théâtre entre et sort. Le théâtre entre et sort. Il croyait avoir construit une méthode à faire dire à sa bouche tout ce qu'elle veut. Il voulait la plier, la travailler, la soumettre tous les jours à l'entraînement respiré, l'affermir, l'assouplir, la muscler par l'exercice perpétuel, jusqu'à ce qu'elle devienne une bouche sans parole, jusqu'à parler une langue sans bouche. Comme un danseur qui voudrait toujours danser encore, danser plus loin, danser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans l'espace. Il avait renoncé à toute idée d'expression, d'échange, de communication, de maîtrise, d'apprentissage. Il aurait voulu désapprendre, ne plus parler la langue qui dicte, qu'on nous a dictée. Il ne cherchait pas à dominer le français, le posséder, mais au contraire à l'empirer, à le mener à sa fin. Il écrivait en français crépusculaire. Il pensait perdre la tête. Il croyait habiter une machine qui descend. Encore pire, toujours plus dessous, toujours plus bas, il voulait mener son esprit, le pousser jusqu'à ce qu'il aille là où rien ne vaut plus, dans un endroit sans valeur. Il croyait plonger, descendre là où on ne va pas plus loin. Il voulait mener lui-même son esprit à sa fin, empirer toujours. C'est un assassinat. C'est un esprit qui se détruit. C'est quelqu'un qui se tue en parlant. C'est quelque chose qui va disparaître. C'est parce qu'il croit être du temps, parler avec son propre temps, être le temps qui s'écoule en parlant. Il pensait vivre une expérience autogénique. Il voyait une main de vision derrière sa tête. Il avait souvent la sensation d'avoir deux têtes. Il ne voyait pas la lumière, il descendait une lumière. Il descendait la lumière d'un tube. Toujours, il se représentait ça comme une descente, comme une échelle dans la lumière obscure, comme un sacrifice scientifique, quelque chose dont il avait été chargé. Il fallait que quelqu'un se dévoue. Il n'avait ni voix, ni vision, ni visitation, mais il était touché. Il devenait celui qui touche, manipulaire, autogénique. Il traversait des états de séparation. Il voyait avec ses mains. Il n'a plus Dieu, mais le corps entier comme œil. Les pieds, les mains, les muscles, nerfs, sexe, les boyaux intérieurs des tubes qui voient. Il est la main d'une vue, l'objet d'un son tactile, touché et visité. Il voit la main de vision au-dessus de sa tête. Il ne parvient plus à se déplacer qu'en pensée. Il tournait les tables, déplaçait les machines, changeait les chaises de place, les tabourets. Il pensait n'examiner l'espace autour de lui jamais d'assez près. Position, direction, volume, ligne de force. Avant de commencer, il lançait d'abord le son « hut » pour entendre l'air résonner, pour voir comment ça répond. À chaque nouvel épisode, nouvelle partie, il lui fallait réaménager l'espace, déplacer à nouveau meubles et objets, détruire l'ancienne scénographie, reprendre sans cesse ses exercices d'orientation. Il divisait son temps en séances de traitement, 1h50 ou 8 minutes. Chaque séance étant fixée d'avance et obligatoirement menée jusqu'au bout.
Il examinait sans cesse l'espace, le mois, l'année, la durée, le lieu, l'heure du jour. Déterminait l'horaire, les longueurs, les positions. Il travaillait en séance réglée, allait toujours au-delà de la fatigue, jusqu'au deuxième souffle, jusqu'au troisième corps qui se forme quand on a bien usé, exténué son corps premier. Si on lui demandait, il disait s'entraîner, comme un danseur qui va danser, comme un sauteur qui va sauter, comme un trapéziste aux yeux fermés qui saisit l'espace et le temps en pensée avant d'aller dans le vide. Si on lui demandait à quoi il s'entraînait, il disait s'entraîner à descendre. Entre chaque séance, il aimait exécuter un travail idiot, rythmé, répétitif. Creuser, piocher, déplacer de la terre, marcher vite, courir tout droit. Pour soulager son corps automatique, pour voir son corps premier se lever, pour exténuer sa tête, pour se vider, pour se dépouiller d'un corps, pour avoir l'esprit bien renoncé, pour se tuer, pour perdre la parole. Il se mettait souvent à la limite de l'ombre et de la lumière, avec la lumière qui avançait sur le papier à la même vitesse que la ligne écrite. Il reprenait chaque jour les exercices de descente, la traversée circulaire. Il ne repartait jamais de l'endroit où il était parvenu la veille, mais toujours plus avant, toujours plus en arrière, plus antérieurement au point de départ, en reculant, en sautant à l'envers. Il inscrivait ses paroles non pour s'élever au-dessus d'autrui par l'écriture, par la pensée, par la langue française maîtrisée, mais pour descendre dessous, toujours aller plus bas, descendre sa passion descendante, comme une descente manipulaire, comme une passion qui lui a crevé les yeux. Il passait des centaines d'heures aux exercices de préparation, d'aménagement des lieux et des temps, jusqu'à se mettre à entendre le temps, jusqu'à se mettre à voir la parole tenir toute seule, sortir sans lui. Il se disait atteint de languisme, d'une parole qui lui parlait perpétuellement aux oreilles. Il avait un animal dans son animal, une voix dans le ventre, une voix dedans. Il était pour toujours dans le monde des langues, c'est-à-dire qu'il n'était pas sûr d'avoir un corps, pas sûr d'être dans un monde, moins sûr encore d'être un être vivant. Il était dans le monde des langues en fusion. Il voyait tout entrer-sortir. Il voyait la langue toute seule. Il voyait le monde sans l'homme. Il disait pousser son mort à faire travailler son vivant pour entendre toutes les bouches inutilisées qui parlent. Lorsqu'il parlait, il touchait une autre bouche qui disait la langue qui ne sait pas. Lorsqu'il entrait, il pensait faire entrer un homme qui pousse une scène. Il ne parlait à personne. Il pensait entendre la langue au moment où personne ne parle plus. Il entrait dans la langue quand il n'y avait plus personne dedans. Il l'entendait sans parler. Il entendait les hommes sans personne qui parle. Par ascension circulaire, par traversée spirale, par vie automatique, par exercice respiré, par vertige, par descente, par gendrée perpétuelle, du temps au temps, il avait réussi à voir le temps. Frappé d'incapacité, il lançait des morceaux de son rythmé, des huttes, des slogans, des rengaines stupides, des va-et-vient, des huttes. Il voulait voir le spectacle du langage, appeler les langues qu'on n'entend plus. Il avait cessé d'entendre, il avait connu les nullités, il avait appelé les langues, il avait frappé les 3 coups avec sa tête. Il utilisait la langue française comme un animal. Il avait utilisé le langage comme un animal. Il avait renoncé à sa tête, renoncé d'être par la langue le maître des choses. Il s'était défendu de nommer quoi que ce soit, pour aller aux choses, pour descendre, voir plus bas. Il avait accepté de voir des choses sans avoir de mots pour les désigner.
il avait renoncé à nommer. Jusqu'à ce que tous les objets en face soient à égale distance, sans intelligence, sans appréhension, sans compréhension, sans action possible. Le monde lui était incompréhensible, parce qu'il avait renoncé à le nommer, à le tenir dans sa main. Il a offert sa langue aux choses. Il ne faisait plus différence entre le monde et sa pensée. Il était entouré d'objets intérieurs et nulle part dans le monde, lui-même était entièrement dehors. Toute action pensée se produisait. Il n'y avait plus que la pensée qui se produisait. Il croyait avoir touché quelque chose d'interdit, être le seul à avoir vu. Tout faisait bloc. Il avait perdu en grande partie la mémoire, la faculté de s'orienter, mais en revanche, jouissait d'un nouvel organe, d'un nouveau sens, d'un œil pour apercevoir dans la nuit, d'une vue aveugle, aiguë, crépusculaire, d'un œil noir. Il pensait qu'on enterrait tout ce qu'on trouve. Il pensait manger tout ce qu'il trouvait, être lui-même une machine qui mangeait, qui transformait l'espace en temps écoulé, un mangeur de durée, une machine à mesurer et minuter. Il voulait dire en litanie la liste de tous les jours qu'il avait vécus, de toutes les minutes. Il disait qu'il serait le premier homme à naître sans langue. Quand il s'endormait sous le théâtre, il pensait qu'il y avait une langue qui parlait dessus. Il disait qu'il dormait sous un théâtre et qu'il y avait une langue qui dormait sous lui. Il ne voulait plus dire théâtre, mais stade d'action. Il écoutait à la radio les dernières nouvelles du Mélodrome. Il répétait partout que les actualités télévisées, les documents, étaient faits en studio, dans des décors peints par des réalistes précis. Il ne croyait plus les messages des sens. Il pensait agir une fois mort. Dans un mot répété, il n'entendait jamais deux fois la même chose. Il entendait sous tous les mots la même chose. Il pensait mourir quand il entendrait le son « hut ». Il avait horreur de toute pensée émise. Il pensait habiter un corps vide. Il ne parvenait pas à s'habituer à être dedans. Il pensait être un objet. Il pensait qu'après lui, tout irait mieux. Il aimait la langue allemande, où il n'y a qu'un seul mot pour l'aube et le crépuscule. Il pensait former un objet. Il pensait être né parce qu'on avait prononcé sa syllabe. Il pensait, par des opérations faites à la langue, des épreuves à lui faire subir, des tortures, des traitements, provoquer des changements chimiques, des transmutations dans l'esprit. La langue n'est pas ton instrument, ton outil, mais ta matière, la matière même dont tu es fait. Les traitements que tu lui fais subir, c'est à toi-même que tu les infliges, et en changeant ta langue, c'est toi-même que tu changes. Car tu es fait de mots, pas de nerfs, ni de sang. Tu as été fait par la langue, avec la langue. Il pensait habiter, vivre, non dans un monde, mais dans une langue. Il disait, « S'il n'y a pas de monde pour l'homme, c'est parce qu'il parle. » Que l'homme n'était pas dans un monde, mais dans une langue, jetée. Qu'il en vivait la traversée. Du berceau au cercueil, pas de monde pour lui, pas de réel extérieur. Parce qu'il parle. Pas de monde à parcourir. C'est dans une langue qu'il vit, se débattant, enlevant les voiles, tordant les draps. La langue française est mon suaire. C'est le suaire dans lequel je suis née. L'ange, suaire, la langue française, je suis dedans. C'est le tissu où j'ai vécu, la chair où j'ai été pris, la chair qui m'a pris. Elle me lâchera.
Il pensait être vêtu de langue, porter son costume de langue dans un théâtre silencieux, sur une scène non éclairée. Quelque chose doit tomber, dans la langue, dans la tête. À ma naissance, j'ai été enfermée dans quelques mots. Quelque chose doit tomber. Après, tout est libre. Quelque chose doit se déchirer. Il faut des années pour savoir quoi. Il faut creuser le mur des années pour savoir quel mur c'était. Quelqu'un. Se battre des années contre lui avant de pouvoir dire son nom. L'homme de Valère entre dans le théâtre des oreilles et commence à voir. J'offre ma langue aux choses. Je donne toutes mes paroles à la médecine. Il pensait avoir été conçu par la langue, que ce qu'il faisait ne concernait pas la littérature, mais tous ceux qui parlent, tous les parlants, tous ceux qui, un jour ou l'autre, se sont servis de la parole ou seront amenés à s'en servir. Il priait tous les animaux de lui prêter attention, ceux qui le peuvent, ceux qui ont le temps, notamment certains insectes et oiseaux.